histoire, leur parcours ou encore leurs difficultés. Mais au-delà de cela, il y a des vies, des parcours ou encore des combats quotidiens. Des hommes et des femmes qui traversent parfois des situations parfois compliquées, parfois difficiles. Aujourd'hui, nous allons aller là où personne n'est jamais allé, faire ce que jamais personne n'a jamais fait, donner la parole à ceux dont parfois on ignore. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous allons donner la parole à toutes ces personnes et aussi à ceux qui les accompagnent. C'est Mise à fait et on en parlera aujourd'hui avec Samuel, Jérôme, Peggy Charles et Alexander. Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission préférée qui s'appelle donc Mise à faire. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va. Mise à faire, c'est l'émission des faits d'histoire et des faits de société. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut aborder et qui me tient tout particulièrement à cœur. Et la chance, c'est que nous avons la grande chance d'avoir avec nous Peggy Charles, qui est éducatrice spécialisée, qui va un peu nous expliquer quel est son métier. Petit à petit, nous allons rentrer dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Bonjour Peggy. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail? Alors, je suis éducatrice spécialisée. Ça consiste à accompagner des personnes qui sont en difficulté, à concrétiser leurs projets, surtout à leur montrer qu'ils ont du potentiel, des capacités et à être vraiment dans la levée de tous les freins qui empêchent cette réinsertion sociale. Alors, aujourd'hui, tu es venu avec qui? Alors, aujourd'hui, je suis venue avec des résidents, Samuel, qui est aujourd'hui hébergé au centre d'hébergement, notamment dans un dispositif de stabilisation. Bonjour Samuel. Bonjour. Samuel, on l'a connu parce qu'il était en difficulté, en très grande difficulté. Il est venu vers nous et il nous a demandé de l'aide pour qu'on puisse l'aider déjà à favoriser l'ouverture de ses droits, donc avoir une pièce d'identité, une carte vitale, voilà. Ensuite, il voulait aussi qu'on puisse l'aider à trouver du travail, à avoir ou bien une formation, ou encore, surtout, ce qui est important, à avoir un toit où pouvoir dormir. Et aujourd'hui, alors tout d'abord, il a connu le dispositif d'urgence. Donc, le dispositif d'urgence, c'est le premier dispositif après l'accueil de jour où les personnes s'inscrivent à 14 heures et peuvent avoir droit à une douche à 17 heures, un repas vers 18h30, des vêtements de rechange et puis la possibilité de dormir dans une chambre. Et puis au matin, vers 7h30, un petit déjeuner, encore une douche et voilà, et voir des travailleurs sociaux. Samuel, il a résidé pendant quelques mois, je crois 1 an, en hébergement d'urgence. Oui. Et ensuite, comme il a été très vite mobilisable, donc on s'est rendu compte il savait ce qu'il voulait vraiment, il connaissait son projet de vie, donc il a pu avoir accès à l'hébergement de stabilisation. Gang. Lors de l'hébergement de stabilisation permet vraiment de travailler sur la levée des freins qui peuvent être la rupture de soins, qui peuvent être des conduites addictives, en tout cas toutes les conduites à risque qui empêchent la concrétisation du projet. Donc on travaille sur ça et puis on travaille aussi sur l'insertion, quand c'est possible, professionnelle. Donc c'est sur ce dispositif. Aujourd'hui, Samuel y est depuis 1 an, il me semble, si je ne me trompe pas. Et il est vraiment, vraiment actif. Comment tu te sens, Samuel, du coup? Moi, je me sens bien. Comment tu t'es retrouvé dans cette situation? C'est que j'ai eu un accident dans mon parcours qui a fait que, je me suis retrouvé à l'ASSIS. Et donc, Peggy, l'ASSIS, ça veut dire quoi exactement? Le SIG, c'est quoi? Alors, c'est Association citoyenne par l'insertion économique et sociale. Très bien. Et donc, tu as fait combien de temps à l'ASSIS? Ça fait maintenant 3 ans que je suis à l'ASSIS. Donc 3 ans maintenant. Et en quoi l'ASSIS t'as aidé par rapport aux difficultés que tu as pu rencontrer? Ils m'ont aidé beaucoup à faire mes papiers. J'ai eu aussi quelques problèmes avec
sais pas si je peux le Oui, dire. bien sûr. Mhm. J'ai quand même eu des problèmes avec la justice. J'ai eu des problèmes comme tout le monde. Bien sûr. Comme Ils tout le m'ont monde. permis à régler ces problèmes-là, à gérer le stress et tout ce qui s'ensuit, la peur. Et ils m'ont beaucoup aidé à avancer dans mes projets et je les remercie vraiment beaucoup. Et du pour coup, ça. tu as quel âge aujourd'hui? 22 ans. 22 ans. Ça va, tu es jeune. Ben oui, je suis pas vieux quand même. À côté de Samuel, il y en a qui? Alors, à côté de Samuel, on a Julienne. Julienne qui est hébergée en maison relais. Alors, le dispositif de maison relais, c'est du logement, hein. Seulement, sur ce dispositif, sont intégrées des personnes qui ont besoin d'un accompagnement au quotidien. Alors, ça peut être dans les actes de la vie quotidienne, mais ça peut être aussi dans les démarches administratives. Et Julienne, depuis quelques années, elle est sur la maison relais. Et je crois qu'elle s'y sent bien, n'est-ce pas, Julienne? Tout à fait. Alors, vas-y, dis-nous quelques mots, Julienne. Eh bien, je ne serai pas long, mais avec l'assise, ils m'ont accompagné jusqu'au tous les démarches, rien à dire. Jusqu'après mon accident, ils ont tout pour moi, je n'ai rien à dire. Je me sens bien, tellement épanoui. Avec l'assise, je n'ai rien à me reprocher. Parce que je me dis à moi-même, sans eux, qu'est-ce que j'aurais devenir. Parce qu'avec l'assise, je ne m'en doute pas. Il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses faire appel à l'assise? Eh bien, toujours, c'est-à-dire que la famille, tout ça, la famille, j'ai pas eu connu mon père, la famille, tu vois, les pressions, puis de tout. Problème de famille, c'est ce qu'elle veut dire. Famille, j'ai pas eu mon ami, tout ça, puis de tout. Et j'ai dit non, je ne vais pas baisser les bras. Donc j'ai demandé un peu de secours. J'ai pas baissé les bras, puis je me suis trouvé, ça fait un moment, je suis à la scène de l'assise. Il n'y a pas de problème, tous mes démarches. Il y en a dit un grand coup de chapeau à l'assise. Tu voulais dire quelque chose, Samuel? Ben, je rejoins tout à fait ce qu'elle dit. Quand elle remercie, quand elle dit que pour... Comment je vais dire ça? Les problèmes de famille, tout ça, la famille, tout ça, des pressions. Ben, voilà. Ouais. Ils sont vraiment là pour nous, Oui. de A à Z. On a Ouais, l'assistante sociale, Oui. Monsieur Alonso, Mme François. On a quand même beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider à faire nos papiers. Nous avons aussi Monsieur Labri, Greg, éducateur spécialisé à l'Assise. Donc, après aussi à l'Assise, il y a beaucoup de personnes qui jugent l'Assise, mais il faut venir quand même découvrir parce qu'on ne reste pas là à ne rien faire. Parce qu'on fait du lundi au vendredi, on nous propose quand même des activités à l'Assise. Voilà. Peggy, il y a combien de personnes qui travaillent donc à l'assise Alors, j'ai envie de dire qu'il y a énormément. Alors, je ne connais pas le nombre exact, mais si tu permets, je vais dire les missions et les professionnels qui y sont. Alors, comme l'a dit si bien Samuel, je te félicite. Hein, je vois que voilà, le stress est parti. Nous avons en interface tout d'abord les agents de médiation sociale, qui sont là pour le premier accueil et qui vont permettre, en discutant avec la personne, d'instaurer déjà la relation de confiance, les rassurer par rapport à l'institution, ce qu'elle propose. Nous avons, comme l'a dit Samuel, des éducateurs spécialisés. Nous sommes 3 éducateurs, Monsieur Prudent, Wally, Greg Labri et moi-même. Nous avons des assistants sociaux, Samuel aussi l'a dit, ils sont 2, donc un homme et une femme, exactement. Et puis, nous avons aussi une deuxième femme que j'oublie, et il ne faut pas l'oublier, c'est Annie. Ah oui. Voilà, qui est sur le dispositif, qui est sur le dispositif des Lialtes Santé. Alors, à l'Assise, il y a aussi un dispositif sanitaire dont il y a une coordinatrice, un médecin coordinateur, nous avons un aide-soignant et des infirmières. Et il y a aussi une maîtresse de maison, un psychologue, une CESF, une TISF,
je ne veux oublier personne. Ça fait plus de 20 personnes à peu près. Ah oui, il y a énormément de professionnels afin de permettre de remobiliser vraiment les personnes parce que l'objectif, c'est bien de comprendre la cause qui ramène la personne tout d'abord à la situation d'errance et qui fait qu'elle ne puissent pas prendre conscience de leur potentialité, de leur capacité. Donc, nous avons besoin du psychologue qui nous permet de comprendre. Parce que parfois, c'est ça, parfois les personnes ont subi des traumatismes et ces traumatismes-là font qu'ils sont des adultes béquillés. Ça mène à parler effectivement de venir voir comment ça se passe à l'Assise. Est-ce qu'il est prévu des journées portes ouvertes? C'est une proposition. J'espère que ma direction écoute. C'est une proposition. Oui, pourquoi pas. Oui, parce que des fois, en infusion, qu'est-ce qu'on a déjà dit sur l'Assise? Quelles sont les idées reçues qu'on a déjà eues sur l'Assise et que tu juges que c'est faux? C'est très difficile. C'est des junkies, un côté qui sale. Voilà, on entend beaucoup de choses. Des fois, même on dissuade les gens d'y aller. Et j'ai envie de dire que l'Assise a été créée en 2002. Mise en œuvre en 2003 et que c'est un dispositif qui a beaucoup évolué. Alors, l'Assise avait été créée parce qu'il y a il y avait un contexte social, il y avait une préoccupation par rapport à des publics qui consommaient et qui continuent à consommer du crack. Donc, des personnes ont pensé cette institution, notamment la ville de Fort-de-France. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024, si les choses ont évolué. Nous ne sommes plus seulement dans une mise à l'abri. Nous accompagnons, nous avons un accompagnement médico-social pour permettre de comprendre la personne. Notre accompagnement, il est holistique parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en situation d'errance, il n'a pas qu'à faire exprès. Et tu as parlé de crack et de drogue. On a souvent coutume de dire effectivement que les situations d'errance qu'il y a en Martinique, c'est surtout notamment à cause en grande partie de la drogue. Est-ce que c'est une réalité ou il y a... C'est une réalité. Le crack aujourd'hui est un véritable fléau. Mais on a aussi d'autres problématiques qui sont des problématiques psychiques, psychiatriques. Nous avons aussi l'alcool aussi. Et puis il y a aussi, comme je l'ai dit, des traumatismes aussi qui ramènent à la situation d'errance. Je crois que quelqu'un qui aujourd'hui est dans la rue, c'est aussi un être humain qui a des droits. Il faut le dire. On ne peut pas prendre la personne dans la rue et la ramener à un autre point parce qu'on n'a pas envie de la voir, parce que ça nous renvoie parfois à nous-mêmes. Mais il faut savoir que c'est un être humain qui connaît des difficultés et qu'on a envie d'accompagner, qu'on a envie effectivement de remettre dans la cité, parce qu'aujourd'hui, la place de ces personnes, c'est véritablement dans la cité. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est travailler sur la crise. Quand la personne est en crise, quels sont les protocoles, quelles sont les procédures qui sont à mettre en place afin que la personne puisse, après la crise, pouvoir être réintégrée dans la cité et vivre comme une personne normale. Alors, avant de donner la parole à Alexander, qui est tout beau. C'est Georges, c'est ça? Tu m'as dit Alexander. Son nom de famille, c'est Alexander. Donc c'est Georges. Alors, avant de donner la parole à Georges... Alexander George. Alors, juste avant de donner la parole, j'aurais aimé t'entendre sur un sujet aussi qui m'intéresse et qui me préoccupe. Effectivement, donc l'Assise, initiative, effectivement, notamment de la ville de Fort-de-France, de remettre en place l'Assise. Est-ce qu'il y a d'autres centres dans d'autres communes à ce sujet-là pour accueillir les personnes en situation d'errance? Et est-ce qu'il n'y a pas non plus une facilité pour les autres communes de se dire, Yoka est des centres Fort-de-France et puis voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que je peux avoir ton avis dessus? Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, que c'est un travail. Aujourd'hui, le seul centre que nous connaissons se trouve à 1 rue Martin Luther King. C'est le seul centre qui accueille ce public. En tout cas, le centre d'urgence. Notre priorité, c'est de pouvoir trouver d'autres alternatives, notamment dans le nouveau dispositif qui a été créé, je crois qu'il y a 2 ans, sauf erreur de ma part, ce qui s'appelle les grands marginaux et dans lequel Georges est intégré. Il est véritablement difficile de trouver des logements aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que il est difficile pour tout un chacun, pour la population, enfin, je ne vais pas généraliser, mais malheureusement, c'est la réalité, d'accepter ce public à 2 pas de chez soi.
quand on cherche, des établissements, même des maisons, des lieux pour pouvoir héberger ces personnes et les accompagner, eh bien, on a une mobilisation pour que ça ne se passe pas dans tel ou tel quartier ou telle commune. Tout le monde veut les aider, mais personne n'a vu que ça soit près de chez soi. C'est ça, c'est ça. La question... Et la deuxième question, qui est très importante, ben oui, c'est facile de dire il faut aller à Fort-de-France à l'Assise. Et du coup, est-ce que tu sais, par exemple, parmi tous les pensionnaires, il y a combien de pensionnaires de l'Assise à peu près? Alors, au centre d'hébergement, en résidence, on doit avoir plus d'une centaine. Une centaine. Et combien de personnes sont en situation d'errance, mais qui ne sont pas forcément... Alors, sur Fort-de-France, repéré, je dis bien repéré, 500. 500. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à repérer. Il y a des personnes qui sont invisibles, qui se rendent invisibles. Ah non, il y a des gens, en fait, qui ne veulent pas être aidés. Alors, il y a des gens, c'est pas qu'elles ne veulent pas, mais je pense que elles ont perdu confiance. Et elles ont peur aussi. Voilà, exactement, Samuel. Elles ont peur. Elles sont dans la crainte du jugement. Parfois, elles ne veulent pas mettre à mal leur famille par rapport à leur situation. Mais oui, il y a des personnes qui se rendent invisibles. Et puis, il y a aussi des personnes par rapport à leur consommation aussi. Tu m'as dit combien de personnes en errance? Alors, repérer 500 à peu près. Et est-ce que tu sais à peu près sur Fort-de-France? Est-ce que tu sais à peu près de quelle commune ils sont originaires? Parce que ils sont pas forcément tous fouillalais. Non, ils sont pas forcément tous fouillalais. Alors que dans certaines communes, on les fait descendre à Fort-de-France, mais ils sont pas. Non, voilà. En fait, ils proviennent de toute la Martinique. Voilà. Ils proviennent de toute la Martinique. C'est Fort-de-France qui prend la responsabilité. Et c'est Fort-de-France qui prend la responsabilité de les accueillir parce que pour Fort-de-France, c'est une véritable problématique sur laquelle il faut se pencher. D'ailleurs, si tu permets, je peux le dire, depuis 2023, il y a le conseil local de santé mentale qui a vu le jour à Fort-de-France et qui permet véritablement un maillage avec tous les professionnels afin justement qu'ils puissent travailler en étroite collaboration pour pouvoir porter des réponses par rapport à ce type de problématiques, surtout des problématiques comme la crise. Ils sont de quelle commune, du coup, à peu près? Un peu partout, je veux dire, ils sont de partout, de centre, du Nord Caraïbe, Atlantique, voilà. Et si on parle par exemple du Sud. Si on parle par exemple en pourcentage, sur les personnes qui sont donc en errance, sur 100 personnes, il y a peut-être 30% qui sont fouillalais et le reste, c'est 70% de la population. Il y a une grande majorité qui ne vient pas de Fort-de-France. Et il y a une grande il y a aussi, on n'en parle pas, mais il y a des personnes en situation d'errance qui proviennent de l'Europe, de la France hexagonale, de la Caraïbe aussi. Okay. Ah bon? Mais bien sûr. Il y a des gens effectivement en errance qui viennent de la Caraïbe. Oui, qui viennent de la Caraïbe. Qui viennent de la Caraïbe, de la petite, de la grande Caraïbe aussi. Et qui parlent français ou pas du tout? Qui parlent parfois pas ou qui parlent créole, voilà. Et qu'ils ont une difficulté à l'accès de leurs droits parce qu'ils ne sont pas français ou... Alors, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est au niveau des titres de séjour. D'accord. Ouais. Okay. On va en parler. On va donner la parole. Donc, Julien voulait parler, on va donner la parole à Jean. Je voulais, avec l'Assise, j'ai reçu beaucoup de parcours. Mais avec l'Assise, j'ai tout appris. Là, j'ai eu beaucoup de parcours. J'ai tout vu, ils m'ont tout appris. Rien à dire. Après, tous mes délires, tous mes défenses, tout. J'ai tout compris. Merci beaucoup, Julienne. Donc, Georges, du coup, comment ça va? Ça va. Ça va très bien? Oui. Alors, dis-nous, Georges, c'est les grands marginaux. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Alors, Georges est sur un dispositif des grands marginaux. Eh ben, ce sont des personnes qui ont connu l'errance depuis beaucoup d'années. Et pour qui aujourd'hui on doit se pencher sur cette réalité, que ce sont des personnes qui auront des difficultés à se réinsérer dans la société. Et donc, on leur propose un dispositif où le cadre sera moins rigide que celui du centre d'hébergement. Ces personnes-là sont accompagnées aussi par une équipe d'agents de médiation, d'un éducateur spécialisé et d'une TISF, une assistante sociale, Madame François, qui intervient aussi sur les autres dispositifs. Et puis, le service sanitaire aussi qui, quand il y a des problématiques de santé, intervient aussi. Du coup, Georges, comment tu es arrivé à vivre en errance ou dans la rue? Dans la rue? Parce que après 2004, ma madame décédée. Et puis après, ça touche. Et puis, j'ai trouvé comment la rue après.
Tu es de quelle commune? Non, pas commune, l'Amitage. Ah, L'Amitage. Là où ils vendent des pommes cannelle. Et après, ça a été vraiment difficile pour toi de remonter Voilà, il était marié avec elle. là-bas. Ouais, elle fait un crise cardiaque et puis voilà, 2004. On est Chamaï? Ouais, puis un garçon, puis. Et Kavini Well? Ouais, et les garçons ici, mais les filles, je pense. Vous avez pas dit. Ouais. Mais les garçons toujours passés, ouais, mais. Ils Là où travaillent belle pour ten. Là où tu es en Laria, qui ça qui était plus difficile à vivre? Ah ouais, j'étais un mauvais. Qui ça qui était plus difficile? Ah ouais, ça a été difficile. J'étais qu'à fumer. J'étais qu'à vivre bien. C'est pas une pièce côté pour dormir, pièce côté, j'étais à la Ouya, et puis voilà. Et puis, grâce à l'assise, et puis, ils ont venu, ils ont massé main, ils ont mis l'assise. Il a fait 3 ans, pour 3 ans, 4 ans, j'ai essayé l'assise. Ouais. Et toi, Samuel, quand tu étais dans la rue, c'était quoi la chose la plus difficile à vivre? Franchement. C'est quoi, l'insécurité? On va dire ça comme ça, ouais. Il y avait des braquages, non? Non, pas forcément, mais plus le côté pour dormir. C'est plutôt ça. Mais sinon, après, j'ai pas vraiment vu ou. Voilà, j'ai pas trop le souvenir ou autre que. Et quand on est à l'assise, c'est quoi une journée type? On se réveille à quelle heure? Comment ça se passe une journée là-bas? Alors, moi qui est en stabilisation, je me réveille à l'heure que je veux. Je peux retourner dans ma chambre. Mais moi, généralement, je descends, je prends mon petit déjeuner. Comme a dit Mme Peggy Charles, le petit déjeuner est servi à 7h30. Donc, je descends vers 7h, 7h20 ou même plus tôt. Après, je prends mon petit déjeuner. Après, si j'ai des activités avec la MILSEM, j'y vais. Si j'ai aussi des activités avec l'hôpital de jour, j'y vais. Et sinon, après, du lundi au vendredi, la CIS quand même me propose des activités. Qui veut dire... Attends, si je ne me trompe pas... Il y a art appliqué, projection film, atelier jeux vidéo, Il y a tout à la 6 alors. sport. Oui. Il y a aussi il y a un atelier coiffure. Il y a aussi, comment on dit ça encore, atelier prévention, qui veut parler, comme là, on est au mois de novembre. Là, on fait le mois sans tabac. Donc, moi, j'y participe. Et voilà. Mais je vois qu'à la 6, effectivement, vous avez vraiment beaucoup d'activités, Ouais, Peggy. exactement. Mais toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'engager auprès des personnes qui en avaient le plus besoin? Alors déjà, si plus loin que je me rappelle, j'ai été scout. Et en étant scout, on apprend ça, l'entraide, la solidarité. Et puis j'ai envie de dire que j'ai grandi dans un quartier que tu connais très bien, Gaudissart, Floréal, où ces valeurs-là, elles étaient mises en avant par nos parents et nos voisins. Donc l'entraide et tout ça. Donc j'ai toujours eu cette envie de venir en aide aux autres. Donc j'ai commencé chez les scouts et puis par la suite ça s'est concrétisé malheureusement lorsque on a suivi un jeune qui était à la DAS et qui après le camp s'est fait tuer. Et il y avait des problématiques que je n'arrivais pas à déceler en fait, et là je me suis dit non, qu'il faut aller vers la formation pour pouvoir mieux comprendre et mieux accompagner les personnes. Et depuis ça... ça fait combien de temps maintenant? Ça fait, je crois, 12 ans. 12 ans? 12 ans que je suis éducatrice spécialisée. Et tout ça pour dire que la CIS, j'ai envie de dire que quand j'ai commencé mon stage, j'ai rencontré ce public, en fait, il y a eu un déclic.
parce qu'en vrai, on voyait effectivement, je me posais des questions par rapport à ces personnes qui fouillaient dans les poubelles, qui ne refusaient l'aide posée par rapport à elles. Et après, je me suis rendu compte tout simplement que les personnes avaient une histoire de vie. Et que cette histoire les avait ramenés dans cette situation et qu'on ne devait pas être dans le jugement, mais plutôt dans la compréhension, dans la recherche de la compréhension de ce qui s'est véritablement passé pour ces personnes. Alors, tu as parlé de Scout, donc on en profite pour faire un petit coucou à Béatrice et notamment M. Jérémy. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales difficultés que tu rencontres au quotidien? Tu as parlé aussi de personnes qui parfois refusaient d'être aidées. Est-ce que pour toi, c'est pas un crève-cœur? Comment tu le vis, justement, le fait qu'il y ait des gens qui ne veulent pas être aidés? Alors parfois, on y pense lorsqu'on arrive à la maison, on cogite dessus, mais avec le recul, puisque nous avons cette possibilité-là d'analyser nos pratiques en équipe et donc de pouvoir prendre du recul et se dire, bon voilà, peut-être qu'il faudra réajuster ce qui était prévu. Et en discutant aussi avec la personne, parce que la personne, elle est quand même actrice de son projet, on ne peut pas décider à sa place. Et puis, nous avons la chance d'avoir un maillage, nous avons des partenaires qui travaillent avec nous, notamment la MILSEM, France Travail, les dispositifs d'AHI du 115 et d'autres professionnels comme l'EXAPA de Clarac, de Saint-Esprit et autres, pour ne citer que. Et puis nous avons aussi une équipe de psychiatrie qui est celle de le MPP, l'équipe mobile de précarité et de psychiatrie, qui intervient aussi, qui a une permanence au sein de l'institution et qui nous permet véritablement de comprendre la personne et toutes les problématiques. Et est-ce que toi, tu arrives, quand tu rentres chez toi le soir, à t'extraire de situations difficiles où ton portable est toujours allumé et tu es dans nuit et jour? On essaye. On essaye, c'est-à-dire que après le travail, on essaie d'aller faire un tour. Parfois, on va boire un verre avec les collègues. Mais c'est vrai que le portable, il est là. Hein. S'il y a une difficulté, on répond. Et en tant qu'éducateur spécialisé, ça arrive d'avoir des amitiés avec des résidents ou pas du tout? Des gens dont l'histoire t'a particulièrement touché? Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement touché? Alors, des amitiés, non. Mais on est quand même des humains, hein, donc on n'est pas. Alors on dit beaucoup, il faut garder la distance, mais parfois on écoute la personne et on essaie de l'accompagner du mieux que l'on peut. Oui, ça arrive que des histoires nous rappellent. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué? Si, il y a des histoires qui nous rappellent notre propre histoire. C'est ça. Et c'est là où ça peut être difficile lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a une histoire qui peut avoir des similitudes avec la nôtre. L'ancienne. Voilà, exactement. C'est difficile. D'ailleurs, j'ai demandé, effectivement, j'ai fait passer un sondage. Quelles pourraient être, selon vous, les plus grandes causes d'errance en Martinique? On va voir les résultats qui vont s'afficher dans quelques instants sur l'errance en Martinique. Mais d'ici là, je voulais te demander, Peggy, est-ce que j'aurais aimé qu'on aborde un sujet? C'est celui, alors, le résultat, c'est de la drogue. Effectivement, en Martinique, on en a parlé. Après, tu as la santé mentale. Oui. Et après, les problèmes économiques. Moi, il y a un sujet que j'aurais aimé aborder avec toi, donc il y a 320 votants. Il y a un sujet que j'aurais aimé aborder avec toi, c'est celui des femmes. Des femmes qui sont en situation d'errance. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Est-ce qu'il y a justement un vrai problème sécuritaire? Est-ce qu'on parle d'hygiène, etc.? Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? Alors, oui, il y a un problème. Alors, quand on est une femme, on est déjà vulnérable dans cette société. Et donc, quand on est une femme en situation d'errance et avec de grandes difficultés très précaires, oui, on est 2 fois plus vulnérable et on a plus, j'ai envie de dire, de possibilités d'agression et autres. Alors, l'errance, c'est avant tout un univers d'hommes. Chez nous, oui, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors, c'est vrai que le nombre de femmes est en augmentation, malheureusement, et de plus en plus jeune, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le public d'errance rajeunit. On a beaucoup de jeunes qui sont en situation d'errance, des jeunes qui sortent dans d'autres dispositifs et qui n'ont pas accepté l'accompagnement proposé et qui, quand la majorité arrive, est en rupture familiale, on se retrouve à la rue et sans possibilité d'hébergement. Donc, les femmes, aujourd'hui,
les femmes aujourd'hui, elles sont effectivement, on parlait de personnes qui n'étaient pas beaucoup visibles, eh ben, il y en a qui sont effectivement visibles, mais ce problème-là, il existe. Et heureusement, nous avons des institutions, notamment la ville de Fort-de-France, qui au mois de mars, lors de la journée de la femme, met des actions en place par rapport à ce public, notamment pour des produits d'hygiène et autres, afin de leur permettre d'avoir une vie normale, entre guillemets. Julienne, qui c'est qui était plus raide là où tu es en arrière? J'ai appelé au secours. Oui. Parce que j'ai appelé au secours et puis bon, j'ai été admis à la cité. J'ai même travaillé accompagné de Madame Scholl. J'ai vécu des trucs de santé. J'ai travaillé, j'ai eu un long parcours, j'ai travaillé. Et puis après, je me suis senti s'améliorer. Mais ça m'a aidé beaucoup. Après Madame Scholl et les autres collègues encore. Ça s'est bien passé, rien à dire. Là, je me sens bien en sécurité. En sécurité, c'est bien. Si tu permets, Yanis, il y a... alors, on a connu une période assez difficile, c'est celle de la pandémie. Oui. Et depuis, nous avons mis en place des séjours de rupture. Donc, on a pu aller en maison de vacances avec les résidents. Oui. Et l'année dernière... L'année dernière, avec la participation de l'association SDF Soulager Difficultés Frères, notamment. De Mali, qu'on salue. Voilà, exactement, avec Mali, qui a mis en place une action Soupe Sabon. Nous avons pu voyager avec les résidents en Guadeloupe. Et donc, on a pu, pour certains, leur faire découvrir une autre île, l'île sœur, qui est la Guadeloupe. Et puis, Julienne a pu retourner sur son île de naissance, puisqu'elle je suis de la Guadeloupe. Elle est de la Guadeloupe. Très bien. Samuel, comment tu faisais pour t'intéresser à l'actualité? Est-ce que quand tu étais dans la rue, est-ce que l'actualité, ça t'intéressait ou comment ça arrivait à toi? Alors, franchement, moi, je sais pas trop quoi répondre. Pas dit vous-même. Georges, l'actualité, comment tu faisais pour t'intéresser à l'actualité? Est-ce que l'actualité t'intéressait à l'époque? Détresse-toi. Oui. Ça t'intéressait? Oui. Ok. Comment tu faisais pour te renseigner de ce qui se passait dans le monde? Et puis l'assise. Et puis Madame Charles, Madame Alou, et puis là, c'est comme j'ai passé ma vie pour eux, pour mes papiers là, oui. Piggy, Oui. comment vous gérez les situations d'urgence à l'assise? C'est-à-dire, quand tu te parles, parce que situation d'urgence, il y en a énormément. Voilà, justement, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une situation d'urgence? C'est tout le temps? Alors, oui, tout le temps. Je crois que ça fait partie de notre quotidien. Les situations d'urgence, ça peut être aujourd'hui une femme qui vit dans sa voiture, une autre qui est sur une plage avec un enfant. Au quotidien, nous avons ce type de situation. Voilà. Une famille qui a un enfant en crise à la maison. Donc, on intervient là aussi parce qu'on nous appelle. On travaille aussi avec les familles parce qu'on a des familles qui ne savent pas comment faire lorsque leurs enfants ont des problématiques avec la santé mentale. Donc, ils nous font appel à nous, donc on les accompagne. On les rassure aussi parce que parfois la famille se sent coupable de ne pas savoir. Donc, on est là aussi pour les rassurer. Mais les situations d'urgence, c'est notre quotidien. Est-ce qu'il y a une question qui revient souvent, c'est où sont les personnes en situation d'errance pendant le carnaval? ça revient très souvent. Il y a personne dans la rue pendant le carnaval. Alors, en fait, j'ai envie de dire que le carnaval vient perturber leur quotidien. Donc, cette masse, cette foule les perturbe, donc ils deviennent invisibles. Ils deviennent invisibles. Et c'est pour ça que c'est vrai que parfois on n'y pense pas, mais en période de carnaval, en période de tension, comme on l'a connu ces derniers temps, le public est impacté. Quand ils sont par Fort-de-France, ils sont où, du coup? Ils sont à Fort-de-France, mais ils sont peu cachés, parfois sous les ponts, parfois dans les squats, parfois dans des voitures, ou sinon, parfois, ils peuvent aller en commune, surtout vers le Lamentin. Mais ils sont là. Mais ils prennent les transports en commun ou ils vont à pied jusqu'au Lamentin? Certains peuvent prendre les transports et puis
beaucoup vont à pied. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction dans ton travail? Eh bien, c'est la joie qu'on peut voir dans le regard des personnes que l'on accompagne. C'est lorsqu'on sent qu'elles nous font confiance et surtout quand on les voit bien dans leur peau, dans leur tête, et quand elles commencent vraiment à prendre conscience qu'elles peuvent exister par elles-mêmes et non à travers les yeux des autres. Voilà. Et justement, Georges, comment il y a les gens qui ont parlé bas, les autonariats, les gens qui ont parlé bien bas ou les gens qui ont mal gardé? Nani ça a parlé mal, nani ça a parlé bien. Il y a des sens. Hein. C'est ni plus pour nous qui ont mal parlé ou plus pour nous qui ont bien parlé? Plus qui étaient bien pièce et puis ni moins. Et toi, Samuel, dans la rue, les gens, comment ils te parlaient à l'époque? Ouais, quand même bien. On m'a beaucoup aidé, donc j'ai rien à dire. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça s'est quand même bien passé. Et comme j'ai dit, j'ai eu un moment où j'avais marre et je me suis retourné vers l'assise. Et toi, Julienne, la plupart du temps, les gens te parlaient bien quand tu étais dans la rue ou... Ah non, la ville, c'est l'enfer. La rue, c'est l'enfer? La ville, c'est l'enfer. Bah, il y a des hauts, il y a des bas. La ville, c'est l'enfer. Mais si tu es plié de passer au en femme? Ben, il y a des moments oui, des moments non. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Je trouvais une claquette pour te frapper. Je pouvais m'abstenir. Je pouvais m'accepter comme je suis. Et là où tu en arrives, à côté de carité? J'avais un petit copain. C'était bon. Ah, tu as un petit copain? J'avais un copain, oui. En arrière, les dits en arrière? Non, dans la 27 maison. Ah. Oui. Puis je suis allé, puis j'ai fermé à la porte de l'assise, et puis ils m'ont accueilli, et puis jusqu'à maintenant, ça va. Okay. J'ai eu un long parcours avec eux. Il y en a à dire. Peggy, comment on fait pour établir un lien de confiance avec justement les personnes qui rencontrent ce genre de difficultés? Tout simplement sans juger la personne. C'est l'écouter, être en capacité de l'écouter et de faire preuve d'empathie, de bienveillance. Tu as parlé du comportement des personnes lorsque les personnes en situation de très grande vulnérabilité se trouvent en rue. C'est vrai qu'on a certaines personnes qui sont très agressives parce qu'elles ont ce sentiment que Mounlan là et qui a fait exprès, elles cherchent un travail. C'est souvent ce qu'on entend. Lorsqu'on est face au public, on a ce rejet. Mais j'ai envie de dire juste à ces personnes que les personnes en situation d'errance, ce public, il est formidable, Samuel. Samuel a dit formidable. Il a juste besoin qu'on puisse le comprendre et puis qu'on puisse le respecter. Ça, le respect. Oui, parce qu'effectivement, parmi les commentaires que j'ai demandé également, on a demandé quelles pourraient être les choses les plus difficiles à vivre quand on est dans la rue. Donc, on va voir les réponses qui vont s'afficher. Mais j'avais tout de même une question pour toi, Peggy. C'est est-ce qu'on peut, selon toi, éradiquer l'errance? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut facilement éradiquer ou pas du tout? Non, pour moi, non. L'errance ne va pas être éradiquée. Je suis désolée de décevoir, mais non. Non, mais ça va toujours exister. Monsieur, excusez-moi, je me permets. Vas-y. En parlant d'errance, reprends le mot, s'il te plaît. Errance. Alors, qu'est-ce que tu mets à ce sujet? Ah ben justement, c'est ce qu'on va demander à Peggy. Qu'est-ce qu'on entend par errance? Parce que c'est le sujet c'est le terme qu'on emploie très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, errance? Qu'est-ce que pour toi l'errance, Julienne? Pour toi, quelqu'un qui erre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit regarder pour lui seul, pour garder à lui seul, j'espère. Oui, moi, je me pose la question. Et toi, Samuel, quand on dit errance? Oui. Elle a qui n'a pas de toit, qui n'a rien, quoi. En gros. Et toi? Mais c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va marcher, mais sans but, en fait. Voilà. Et puis, à quel pot de frapper. Voilà, c'est exactement. Ça. Quelles sont les possibles attentes des personnes? Quelles sont les principales attentes? Qu'est-ce qu'ils demandent quand ils viennent à l'assise? Qu'est-ce que la chose principale qu'ils demandent? Alors, déjà, ceux qui n'ont pas de revenus, qu'on puisse les aider à avoir un revenu. Ça peut être le RSA, ça peut être remettre en place l'allocation adulte handicapé. Deuxième chose, qu'ils puissent avoir un logement. Voilà. Un logement. Le logement, c'est la principale demande des personnes sans abri. C'est un logement.
je veux pouvoir avoir un logement et toucher soit le RSA ou enfin en tout cas avoir un revenu. Et comment ça se passe si, par exemple, si tu as des personnes en errance qui, en ce moment-là, ont des difficultés d'ordre psychiatrique ou psychologique? Alors, on fait appel à nos partenaires. On fait appel à Ils sont nos dirigés partenaires. après vers... Oui, alors grâce à l'équipe mobile et, je l'ai dit, de psychiatrie et de précarité, ces personnes sont orientées vers cette équipe qui a une permanence le matin. Du lundi au vendredi, sauf le mercredi, ils sont en réunion. Ils voient ces personnes et à ce moment-là, ils nous font un diagnostic pour nous dire, et ils vont nous dire si la personne mérite une hospitalisation ou tout simplement la remise en place du traitement parce que la personne est en rupture de traitement. Et ils vont aussi nous aider dans la mise en place de cette relation avec la personne, de cette relation de confiance. Tu as dit que l'errance, on ne pourra pas l'éradiquer, mais selon toi, quelle solution efficace qui manque peut-être en Martinique, qui pourrait être vraiment, vraiment intéressant et pertinent? Par exemple, il y a une question aussi qui était de savoir, est-ce qu'il fallait délocaliser l'assise? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui pourrait être pertinent de se dire, il faudrait délocaliser l'assise, peut-être pour le mettre un endroit où il y a de la terre, où on pourra cultiver des fruits et des légumes, etc. Ou pour toi, l'assise a pleinement sa place en plein cœur de Fort-de-France? Alors pour moi, l'assise a sa place, le centre d'hébergement a sa place en plein cœur de Fort-de-France, puisqu'il y a une problématique. Il faut pouvoir la travailler. Maintenant, les réponses dont tu as parlé, notamment permettre à la personne d'être dans un milieu rural et tout ça, et pouvoir être à la campagne, être épanoui, c'est quelque chose de faisable parce qu'on a d'autres dispositifs. D'accord, comme les maisons relais. Aujourd'hui, nous avons des maisons relais hors de Fort-de-France, dans un espace un peu plus, reposant, avec un peu plus de verdure. Mais pour moi, pour éradiquer l'errance, il faudrait pouvoir éradiquer les problématiques de la société. Comme la toxicomanie, les problèmes psychologiques. Voilà, la toxicomanie, les traumatismes de l'enfance. Permettre aux personnes de pouvoir vivre dans un environnement serein, apaisant. Aujourd'hui, est-ce que cette société-là permet ça? Mais tu n'as pas une idée, un projet, quelque chose qu'on pourrait faire et puis qui pourrait concrètement, en tout cas pour la Martinique? En tout cas, c'est pouvoir favoriser le travail en équipe. Permettre aux partenaires, parce qu'il y a des réponses qui existent, il y a des dispositifs qui existent, c'est pouvoir permettre aux partenaires de travailler ensemble. C'est surtout aussi de porter d'autres réponses. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 foyers de jeunes travailleurs en Martinique, qui plus est à Fort-de-France. Comment peut-on répondre à des problématiques de logement pour les jeunes lorsqu'on n'a que 2 foyers de jeunes travailleurs? L'assise SAMU social de Martinique est le seul dispositif qui fait de l'urgence. Lorsque nous avons, ça peut être 3, sans le souhaiter, qui a une problématique qui est fâché avec ta famille et qui n'a pas de solution, la réponse sera oui, il faut aller à l'assise, alors que tu n'as aucun profil par rapport au public qui est accueilli. Tu comprends? Aujourd'hui, il faut qu'on puisse porter des réponses par rapport au nombre de places, au nombre de logements, d'hébergements qu'on a besoin pour héberger ces personnes et en tout cas les accompagner. Alors, tu peux nous apporter aussi une info. Est-ce que tout à chacun peut porter sa pierre à l'édifice et apporter des denrées, des vêtements à l'assise? Oui, bien sûr. On peut venir. On peut venir, surtout en ce moment. On peut mettre sa pierre à l'édifice, par exemple, en aidant la banque alimentaire, qui aujourd'hui éprouve des difficultés à avoir des denrées. On verra que dans tous les chantiers Noël, aujourd'hui, la banque alimentaire est présente et récolte des denrées. Donc oui, on peut participer en aidant les associations qui aident l'assise, notamment la banque alimentaire. On peut aussi aider ceux qui ont peut-être des bâtiments, qui ont des maisons vides, qui ne sont pas utilisées, en se rapprochant de la direction de l'assise SAMU sociale et en leur faisant des propositions par rapport pour qu'on puisse avoir un peu plus de place et qu'il y ait moins de monde en rue à dormir dans leur véhicule et parfois même des mères de famille avec leurs enfants. Alors, justement, des mères de famille avec des enfants, il y a des mères de famille avec leurs enfants. C'est la réalité d'aujourd'hui. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, moi, c'est un sujet dont j'ai déjà entendu parler au niveau national. Ici, il y a des mères de famille avec leurs enfants dans des voitures.
Ben, malheureusement, j'espérais profondément que cela n'arrive pas en Martinique, mais oui, aujourd'hui, on a ces difficultés. Encore, je te le disais en amont, on a eu une situation d'une maman qui avait installé une tente sur une plage avec un enfant. Donc, ce sont des réalités. On a des mères de famille qui dorment dans leur voiture avec leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un déficit de place. Il y a aussi ici le phénomène de travailleurs pauvres, de personnes qui travaillent. Parce qu'on parle beaucoup de vie chère, etc. Est-ce que la crise économique a mis de plus en plus de personnes dans la rue? Et est-ce qu'il y a ici ce phénomène de travailleurs pauvres? Je te remercie d'aborder cette problématique parce que oui, nous avons de plus en plus à l'accueil de jour des personnes qui viennent, alors des retraités, des travailleurs pauvres, des étudiants qui viennent à l'accueil de jour prendre un petit déjeuner, prendre un déjeuner ou encore un dîner. Et c'est un public que nous avons qui est en augmentation depuis 2 ou 3 ans. Des travailleurs pauvres. Oui, des travailleurs pauvres. Nous avons des personnes qui viennent, qui garent leur véhicule et qui vont juste récupérer de quoi manger et qui repartent encore ce midi. J'en ai vu des jeunes. Ah oui, et aussi les étudiants. Est-ce qu'il y a une problématique aussi au niveau des étudiants qui se retrouvent aussi à l'assise? Alors, des étudiants qui se retrouvent à l'assise, heureusement que nous avons d'autres possibilités, d'autres réponses à leur portée. Quand ils viennent chez nous, on essaie de travailler avec des dispositifs comme le CLAGE, comme les foyers de jeunes travailleurs ou encore la MILSEM, parce qu'aujourd'hui, la MILSEM a ce qu'on appelle des fonds d'aide aux jeunes pour l'errance, des fonds d'aide de rupture et qui nous permettent parfois de pouvoir héberger des personnes soit à l'hôtel ou autre. Nous avons aussi le CCAS de la ville de Fort-de-France aussi qui nous permet parfois de placer ces personnes quelques jours à l'hôtel, le temps de rebondir. Est-ce que, on a parlé des problématiques sécuritaires dans la rue, est-ce que au niveau des travailleurs sociaux, vous avez des problématiques sécuritaires? Est-ce qu'il y a des pensionnaires qui se sont attaqués à des travailleurs? Ah, mais c'est... J'ai envie de dire que c'est notre quotidien. Ah ouais? Mais c'est un sujet dont on ne parle pas. On n'en parle pas beaucoup parce que ça fait partie de notre paysage et que voilà. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment se pencher dessus. Aujourd'hui, surtout le public qu'on accompagne, nous sommes aussi... il y a un risque. Il y a un risque. Vous avez une assurance d'être protégé? Oui, nous sommes couverts par rapport... Mais ça arrive souvent qu'il y ait des agressions. Si, parce que, enfin, alors, ça sera pas, je vais pas dire que c'est tous les jours, mais ça arrive que on ait des personnes en crise, ça arrive que les personnes sont décompensent, ça arrive que les personnes peuvent se battre entre elles, et si on veut s'interposer, le personnel, il y a un risque pour le personnel. Il y a des personnes agressives à l'assise, Julienne? Oui. Comment ça se passe justement? Comment on fait pour calmer ça justement? Il faut savoir gérer ce stress. Mais nous avons un personnel formé pour, donc nous avons les AMIS, les agents de médiation, les AMS, les agents de médiation sociale qui sont formés pour, ce sont des médiateurs et qui arrivent à temporiser et à faire redescendre en fait. Exactement. C'est un métier, ça, c'est un vrai travail de savoir faire ça. C'est un travail à risque. Ouais, tu travailles à... Toi, tu fais quoi comme métier, toi, Julienne? Comment? Tu travailles déjà ou tu aimes travailler? Je travaille avec l'assise. Ah, c'est génial. Je travaille, j'étais vendeuse. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Tu es dans les boutiques Foyal. Oh. Et tu m'as dit que tu es à la MILSEM, Samuel, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? La restauration. Génial. Tu es bon cuisinier ou tu te débrouilles? Je me débrouille bien. Qu'est-ce que tu aimes faire comme plat? Il va manger à l'assise? Il fait plus que se débrouiller. Parce qu'on a à l'assise, alors on avait des ateliers culinaires. Bientôt, je ne sais pas si je peux le dire, mais bientôt, on aura l'ouverture d'un restaurant. Et Samuel a participé beaucoup parce qu'il a quand même été formé, je ne sais pas si c'est à l'armée, c'est ça?
L'espérance. Voilà. En cuisine, et oui, il a des compétences. Alors, il nous reste quelques minutes dans l'émission donc mise à faire. Et on va faire un exercice. Peggy, je vais te donner donc le micro de là où tu es et je vais te laisser interviewer les pensionnaires pour qu'ils puissent nous dire des choses peut-être qu'on ne saurait pas et qu'ils auraient aimé dire au grand public. Il nous reste encore 5 minutes après maximum. Mais je te laisse donc le micro et moi, je vais juste conclure à la fin. D'accord. Samuel, ça va? Oui, ça va, tranquille. Pas trop stressé? Je me permets. Cette émission que nous faisons en ce moment, c'est ça. Se passe, on passe. C'est En radio, oui. en radio ou télé? Radio filmée. Radio seulement? Radio filmée. Radio film. C'est ce soir ou quand? Je vais te dire. D'accord. Julien a hâte de se voir. J'apprécie. Alors, Samuel, comment ça se passe au centre d'hébergement? Tout se passe bien maintenant. Mes projets avancent petit à petit. Donc, je suis quand même content. C'est vrai qu'à des moments, je m'énerve un peu sur ça parce que des moments, je me dis, ouais, faut là, pas qu'avancer. Mais ça avance plus vite. Mon là, je me dis, voilà quoi. J'aurais aimé avoir la vie comme des gens normaux. Mais j'ai envie de te dire que tu es quelqu'un de normal, juste oui, ça. Mais... mais sinon, comment tu te vois d'ici, disons, l'année prochaine? Comment tu vois que quand ton projet avance? Moi, je vois tellement loin que... Mais vas-y, je me vois peut-être un jour chef cuisinier. Mais très bien, ou second du chef. Voilà. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Ou peut-être juste commis. Voilà. Très bien, chef cuisinier Samuel. Et toi, Julienne, ça va? Mais oui, ça va. Mais je sais que tu as hâte de te voir dans l'émission. Je te dis pas, non, mais moi, tout ce qui me fait plaisir, c'est les enfants. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai au monde. D'accord. On a fait la paix. Le petit voyage qui m'a fait du bien. On a fait la paix. C'est tout ce que j'ai. Ouais, tout ce qui me reste. Très les bien. enfants, c'est réconcilier. Tout ce qui me reste. Bien qu'il y a des petits hauts et des petits bas, mais je mets ça derrière. Très bien. Les enfants, ça même, c'est tout ce que j'ai. Et si tu as un souhait, par exemple le Père Noël, là, bientôt c'est Noël, qu'est-ce que tu aurais aimé demander au Père Noël? Ah ben, je vais me donner beaucoup de santé, puis aller plus loin encore, plus loin. Et puis avoir de tout ce qu'il me faut, avec la grâce. Très bien. Oui. Alors Georges, et toi, ça va? Ça va, oui. Et où, comment tu Très bien. Très bien? Oui. Après... C'était tellement longtemps pour me venir ici, pour me participer, et puis voilà. Ok. Ça fait beaucoup de plaisir, Madame Charles. D'accord. Donc, vous passez dit la 6 au Grand Marginaux, comment on a senti corps là? Très bien. Très bien? Yes, Madame Charles. Ok. Yes. Et puis, ce qui me reste, j'ai un petit appart à la salle à Sainte-Darbe, toujours assise. Je me sens très bien. C'est pas le luxe, hein, mais je me sens bien sur le confort. Il n'y a pas de problème. Oui, merci, beaucoup. Oui, c'est bien joli. Toujours. Et ouais, le plus important dans la vie, c'est d'avoir le confort. Moi, je vois ça comme ça. Toujours. Ah ouais. Eh ben, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir été des notes. Merci énormément. Je ne vais pas applaudir Peggy. On peut dire merci à Peggy aussi. Merci Peggy, effectivement, d'avoir réussi effectivement ce pari. Et puis, on va finir avec un des trois, s'il veut, face à la caméra, qui est juste là, qui va dire, c'est là, minime là, juste qu'est-ce qu'il veut parler pour dire un petit mot à la caméra, pour dire au revoir et à très bientôt. Au revoir, attends, bientôt, bye. La caméra qui est là, la voici là. Au revoir. Salut. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bonne continuation. Et merci beaucoup dans Mise à Faire. Et on se retrouve la semaine prochaine.